L'invité régional, Michel Picard. Plus que quelques jours avant la fête de la Nativité, rien de tel pour plonger dans l'esprit de Noël que de faire un détour par Beny. Bonjour Luc Blaise. Bonjour Monsieur Picard. Merci d'être en direct avec nous à distance. Vous présidez, si je ne me trompe, l'association Saint-Martin pour la sauvegarde de l'église de Beny. Et en ce moment, il s'y tient pour la 9e année une exposition retraçant l'histoire du sapin, des boules. D'ailleurs, presque 192 boules de verre sont visibles dans le chœur. Alors d'abord, dites-nous de quoi il s'agit. Alors, il s'agit d'un sapin de Noël que nous avons reproduit avec des boules et qui fait appel aux anciens lustres en bronze et Pampille qui ornaient nos chœurs. Et lorsque le soleil traversait les vitraux, ça donnait des colorations aux Pampilles. Et j'ai voulu reproduire ça avec des boules côtelées. C'est-à-dire que lorsqu'on se met en dessous, on aperçoit dans chaque boule différentes teintes Et qui sont très chaudes. au-delà de l'aspect esthétique, on y apprend également beaucoup de choses sur l'histoire notamment du sapin de Noël. Racontez-nous. Alors, ça commence d'abord pendant la période préhistorique, où l'homme s'est aperçu qu'à cette période, les jours rallongeaient. C'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Et c'est un pape qui a décidé de mettre la naissance du Christ le 25 décembre, alors qu'on sait très bien que le Christ n'est pas né à cette période. Et là, c'est en Et 354 qu'on l'a fixé. en 354, voilà. Hmm. Et donc, la mention la plus ancienne où l'on parle d'un sapin au monde, qu'on parle d'un sapin pour fêter Noël, c'est à Sélestat, en Alsace, où il est dit que le 23 décembre, jour de la Saint-Thomas, la ville de Sélestat mandatait 3 gardes forestiers pour surveiller la forêt vosgienne. Et on commence à décorer les sapins avec des pommes pour rappeler que le Christ venait sur terre pour acheter la faute originelle d'Adam et Ève. Même Et si en la mention de la pomme réalité, n'était pas faite dans la Bible, on y parle du fruit défendu, mais... j'allais y venir, Ouais. on parle d'un fruit défendu. Mais bon, ça c'est à cause du grec mal traduit, hein. Donc on a mis pomme alors que c'était pas une pomme, ça aurait été plutôt, je dis aux gens, une figue. Mais ça, on n'en est pas sûr non plus. Et au fil des siècles, on va rajouter à ces pommes des hosties non consacrées. Donc les protestants restent sur l'arbre aux pommes, puisque dans la représentation, dans la religion protestante, il n'y a pas de représentation humaine sur la croix. Par contre, les catholiques, eux, communient au corps du Christ tous les dimanches et même tous les jours de la semaine, mais surtout le dimanche, si bien qu'on met des hosties non consacrées à côté des pommes. Donc il y a le rachat de la faute par la venue du Christ pour Adam et Ève, et après le Christ nous offre son corps pour justement racheter aussi cette faute. Attendez, Luc Blaise, que je résume bien, parce que si certains viennent de nous prendre en cours de route, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que les boules qu'on croirait innocentes sur le sapin de Noël aujourd'hui, que l'on accroche sur nos sapins, en fait, elles ont une histoire qui remonte jusqu'à Adam et Ève. Exactement. Donc c'était des pommes. Mais après, si vous me parlez de la boule de verre, je vais vous parler de 1858. Que Là, je fais s'est-il un passé? saut. Allez-y. 1858, une grande famine sévit en Europe. Plus de fruits, plus de céréales, donc on ne peut plus garnir les sapins. Et c'est un verrier de Mézental, dans les Vosges, qui va souffler la première pomme en verre. Et ça va faire écho dans le monde verrier. C'est-à-dire que si vous êtes habile, vous soufflez une pomme. Si vous ne l'êtes pas, vous soufflez une boule. Est-ce que tout ça, vous l'expliquez dans l'exposition qui est visible jusqu'au 7 janvier à l'église de Beny? Oui, j'explique tout ça. J'explique même le sapin fin 18e, début 19e, où Noël devient une fête familiale. Et donc, on met les enfants au pied du sapin pour le garnir. Ils vont colorer des fruits secs, donc des noix, des amandes,
qu'ils vont mettre dans le sapin. Les mamans vont faire des sucres d'orge et des petits biscuits. Alors dans l'Est, ça sera des brédeleux, brédelas. Dans le Nord, ça sera des spéculoos ou du pain d'épices. Et tous les matins, du 23 décembre au 6 janvier, les enfants vont secouer le sapin, tout tombe sur la table et ils le prennent pour leur journée. Il faut savoir qu'à cette époque, l'école n'est pas obligatoire, donc d'ailleurs il n'y a pas d'école Hmm. pour eux, et donc ils travaillent dans les ateliers ou dans les champs, et c'est un petit plus pour eux. Le cadeau, si cadeau il y a, ils ne l'ont pas le 25 décembre, ils l'ont à l'Épiphanie, comme on le fait encore en Espagne ou dans les pays orthodoxes, où les rois amènent les cadeaux à l'enfant Jésus, et donc là, les enfants, s'ils peuvent avoir un cadeau, c'est ce jour-là. Luc Blaise, on ne vous arrête plus, hein. Vous parlez d'école à l'instant. Je fais une parenthèse laïcité. Alors, le Vademecum, la laïcité à l'école, c'est un texte, hein, qui fait référence sur le sujet. Il a été remis à jour l'été dernier. Il est formel. Le sapin serait, je cite, issu de multiples traditions, d'abord païennes, et mêle aujourd'hui de nombreuses symboliques. Et le texte conclut: le sapin, symbole d'une fête largement laïcisée, peut donc être installé dans les écoles à condition qu'il ne revête aucun caractère cultuel dans la présentation ou dans sa décoration. Donc, pas de souci pour installer les sapins dans les écoles parce qu'il s'agit d'un objet laïque. Vous nous dites, ok, mais ça remonte tout de même à des temps plus anciens et En avec du êtes-vous sens. sûr? En C'est- êtes-vous sûr, Monsieur Picard? Je vais vous dire une réflexion que je dis aux gens. Dans le passé, on mettait des bougies dans les sapins pour rappeler que le Christ était la lumière du monde. J'ai fait ça On n'a jeune, plus moi. mis de bougies parce que ça enflammait les sapins. On a remplacé les bougies par des guirlandes électriques. Et les guirlandes électriques, maintenant, ce sont des LED. Et quand vous avez des maires qui ne veulent plus de crèches dans leur ville ou village et qui mettent leurs avenues ou leurs rues pleines de sapins avec des guirlandes électriques, pour moi, c'est le Christ qui balise la route. Eh bien, en tout cas, c'est très Je vais peut-être intéressant. un peu loin. Non, c'est bien parce que le texte donc du ministère de l'Éducation sur le sujet est très clair, mais c'est encore plus clair ce que vous venez de nous dire. Alors, les visiteurs, est-ce qu'ils sont au rendez-vous tout de même et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, disons que les visiteurs ne connaissent pas l'histoire du sapin, donc ils sont enchantés. En plus, je fais la comparaison avec Mézental, mais également Sarpoterie, qui est une ville de verre, où nous avons un magnifique musée du verre. Et donc, les boules, par exemple, le dernier Hmm. sapin, il a 100 boules de verre. C'est pour se souvenir que nos verriers ainsi que le directeur de la verrerie de Sarpoterie, sont morts au champ d'honneur à la guerre de 14-18. Donc on a fait ce sapin-là en 2018 pour se rappeler de ces verriers pour la centième année de la fin de la guerre de 14-18. Donc vous voyez, ça reste dans le patrimoine local. Begny, c'est au cœur du parc naturel régional de l'Avesnois, hein. C'est tout près d'Avesnes-sur-Helpe. Juste un mot technique enfin pratique sur l'exposition. Elle est visible jusqu'au 7 janvier. De quelle heure à quelle heure? Alors, de 14 heures à 18 heures, sauf les lundis, veille et jours de fête. De 14 heures à 18 heures, sauf les lundis, veille et jours de fête. Vous l'avez compris, sur RCF Hauts-de-France, on parle donc de l'exposition Sapin, boule de Noël à l'église de Begny, c'est dans l'Avesnois, à découvrir jusqu'au 7 janvier. Et on en parle donc avec Luc Blaise. L'interview en intégralité est à retrouver sur rcf.fr région Hauts-de-France. Et même si on est à distance, on est en visio, eh bien l'interview va également être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Luc Blaise, une question qui est tout à fait autre et annexe. Vous faites partie de celles et ceux qui ouvrent des églises. Et je vous ai entendu dire, une église fermée, c'est une église qui meurt. Pourquoi? Parce que, premièrement, les gens cherchent les églises ouvertes. Vous avez des personnes qui sont en difficulté et qui recherchent du lien. Moi, j'ouvre l'église euh, et je suis présent dans cette église. Il y a des gens qui me prennent pour un prêtre. Bon, je suis pas prêtre, je leur dis tout de suite, mais ils viennent se confier. Ils ont des blessures et ils veulent les confier à quelqu'un. Et donc, il faut aider ces personnes-là. Il y a des gens qui recherchent n'importe quoi, brûler un cierge, visiter les églises, et je suis toujours présent pour parler du patrimoine. Mais une église fermée est une église aussi qui peut être volée. Parce que quand on n'y va pas régulièrement,
ben, il y a des fois des effractions, on ne s'en rend pas compte tout de suite, et puis c'est quand même assez grave. Mais tout de même, il faut un engagement, une présence. J'imagine que c'est au moins 100 ou 200 jours par an. Si, c'est un engagement sérieux. Ces villages ou ces églises qui n'ont pas forcément de bénévoles, de volontaires, comment elles font? Ben, malheureusement, ils ne font rien. Ils ne font Hmm. rien. Mais moi, je dis toujours, parce que là, par exemple, demain soir, je vais avoir rendez-vous avec un maire. Je vais lui dire, il faut ouvrir votre église, il faut mettre quelqu'un à l'intérieur. Regardez la collégiale d'Avesnes, il y avait personne. Bon, il y a une personne qui est venue mettre le feu à la collégiale. Elle est fermée déjà maintenant depuis 5 ans. Donc, il faut être conscient que si on veut éviter les vols et les dégradations, il faut quelqu'un de présent. Et puis, je pense que les gens, ils ont aussi besoin d'un lien, d'une chaleur d'une personne qui les écoute. J'écoute les gens sans leur donner de réponse. Ça, c'est très important. On n'est pas là pour donner des réponses, on est là pour les écouter. Le temps file, on aura encore tellement de thématiques à aborder avec vous. Tout de même, j'ai envie d'ouvrir une autre parenthèse. Depuis plus de 20 ans, si je ne me trompe, vous vous rendez à Lourdes. Alors, vous y alliez avec le diocèse d'Arras où vous habitiez avant. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Ça fait Voilà, 25 ans maintenant. même si vous avez déménagé donc dans l'Avesnois, mais vous y allez pas sans votre guitare et sans votre costume de clown, un costume que vous avez depuis 34 ans. Pourquoi faire? Disons que je fais le clown. Bon, je suis un pitre, hein, même si j'ai l'air sérieux, mais euh, il faut mettre de la chaleur, vous voyez? Il faut mettre de la chaleur aux gens, Hmm. et moi j'aime bien. Donc, je fais les arrivées des bus, je fais les départs de bus. D'ailleurs, c'est moi qui, à l'accueil Notre-Dame, a commencé par chanter une petite chanson avec le prénom de la personne qui descend du car. Elle est fatiguée, elle a passé un certain temps sur la route, hein, plus de 12 heures, et donc, ils sont heureux d'être accueillis comme ça au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Maintenant, bon, j'ai accompagné beaucoup de chanteurs. J'ai accompagné Steve Gernet, j'ai accompagné Patrick Richard, Gaëtan de Courrèges, c'est le premier, Sandrine Coleman, euh, beaucoup, bon, et presque tous, hein, mais je suis quelqu'un de très chaleureux, je pense, hein, et voilà. Et ce sera ma dernière question. On l'a compris, vous donnez beaucoup, vous donnez de votre temps pour que l'église de Beny soit ouverte, pour également cette exposition visible en ce moment, mais à Lourdes également vous donnez. Mais qu'est-ce que vous recevez? Est-ce que ça vaut le coup tout ça? Bien sûr. Vous savez, j'ai été victime d'un accident de la route en 99. J'ai eu un EMI, hein, donc un arrêt cardiaque ou comment dire, j'ai fait une expérience de mort imminente. C'est ce qui m'a renforcé dans ma foi. C'est ce qui m'a renforcé dans ma foi et toutes les personnes que je m'occupe à Lourdes me donnent beaucoup. Et je repense toujours que si j'avais pas été sauvé par les pompiers parce que j'étais quand même hémiplégique en sortant de la voiture, je serais à leur place. Et je sais ce que c'est de ne pas pouvoir bouger. Donc, je leur donne ma chaleur, mais en même temps, je les aide à surmonter leurs problèmes. Je pense, je pense. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Luc Blaise. Et puis, vous évoquiez effectivement cet accident de circulation en janvier 99, il y a 25 ans, qui s'en était suivi par 2 arrêts cardiaques. Merci à vous d'avoir été en direct sur RCF Hauts-de-France. Merci, Monsieur Picard. Bonne fête de Noël.